Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la troisième saison de Cold Facts. Après Lausanne et Genève, on continue notre tour d'horizon roman avec Fribourg et Bienne. Mais avant ça, actu oblige, et parce que le championnat doit reprendre le 1er octobre dans des conditions sanitaires un petit peu spéciales à cause du Covid-19, nous étions mardi avec Greg à Itigen pour la conférence de presse de la Ligue et on revient d'abord là-dessus avant d'attaquer avec les deux romans. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va bien, on a passé une matinée assez longue et spéciale mardi. Hier, on était tous réunis à Itigen pour la conférence de presse d'avant-saison. On a un petit peu retravaillé notre suisse allemand. Pas vrai, notre allemand. Ouais. On nous a parlé en Hochdeutsch pendant 2 heures. Un de nos confrères, Pierre Chouvet de La Liberté, disait qu'il se revoyait sur les bancs d'Uni où durant la première heure, tu es attentif et tu notes tout. Puis dans la deuxième heure, tu as les yeux qui tombent parce que tu t'en sors plus, quoi. C'est trop. Ouais. C'était dense. Et à la fin, quand on a eu une vingtaine de minutes sur la Regio League, même si je comprends l'intérêt, je comprends tout, il n'y a pas de problème. Enfin, je comprends pas tout. Mais je comprends l'intérêt de la Regio League. Là, c'était un peu long. Mais toujours est-il qu'on voit un peu plus clair sur les choses mises en place par la National League en vue du championnat qui reprend jeudi prochain. Il n'y aura plus qu'à serrer les fesses, mais visiblement, le plan d'action est réglé. Maintenant, espérons qu'il se passe bien. Ouais, parce qu'on voit que, en tout cas en NHL, ils se sont vantés d'avoir eu 0 cas. Encore une fois, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils n'ont pas de cas. Tant mieux, ça veut dire que leur bulle fonctionne visiblement. Par contre, Lokomotiv Yaroslavl a eu visiblement une 30aine de cas. C'est pas exactement parce que entre les tests menés de manière privée ou par la KHL, c'est pas forcément le même nombre. Mais voilà, on voit qu'on peut être touché. Et puis en Suisse, un match de préparation de Swiss League entre les Ticino Rockets et Zug Academy qui s'est fait arrêter après un tiers parce que finalement, les Tessinois ont appris qu'un des joueurs était positif. Ça reste un mystère pour moi, honnêtement. Cette confirmation d'un cas positif pendant le match. Après un tiers, on dit « Oh non, finalement les gars, non, là on arrête tout. » Je sais pas. Faut être clair, il y a plein de choses qu'on va pas comprendre. Il y a plein de choses qu'on va trouver bizarres. Mais en fait, tout le monde navigue à vue, faut être clair. Et je dis pas ça de manière négative, tout le monde navigue à vue depuis février. On l'a suffisamment vu dans les médias. Tout le monde prend les meilleures décisions au moment où il doit la prendre et espère que c'était la bonne. Mais finalement, dans 3 mois, on se dira peut-être c'était une hérésie de vouloir repartir dans cette saison avec 2 tiers des places. Ou alors, on a paniqué pour rien et puis on aurait très bien pu partir à 100%. Oui, mais en l'état, on va commencer avec 2 tiers. Ça s'était confirmé la semaine passée déjà, on le sait. Et le minimum pour qu'un match de National League ait lieu, Swiss League aussi, c'est 12 joueurs. Licence A. Licence A et un gardien licence A. Pour éviter qu'une fois il y ait une troupe de piccolo qui débarque sur la glace puis qui se fassent tous blesser contre l'équipe adverse. C'est censé en fait. Et les matchs pourront... Le championnat devrait se dérouler normalement. Les matchs peuvent être décalés. Willy Fögtlin va se faire des cheveux blancs. Mais Monsieur Calendrier, donc la National League, le but c'est que tout le monde joue 52 matchs. Si on n'y arrive pas, moyenne de points qui établira le classement. Ça va être une saison compliquée, ça va être une saison bizarre, mais ça va être une saison. Puis finalement, c'est déjà pas si mal, parce qu'il y a 1 mois, on n'était pas sûr que ce serait une saison. Alors, tout à fait. Quand il y a eu l'annonce d'Alain Berset, comme quoi, à partir du 1er octobre, il y aurait plus de 1000 personnes, forcément que les supporters de foot, de hockey, majoritairement, parce que c'est dans les 2 ligues professionnelles, là où il peut y avoir de grosses affluences, étaient heureux. Mais ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, parce qu'il y en a certains, tu vois les cas monter jour après jour, de manière finalement pas du tout exponentielle, mais on passe de 200 à 300 à 400 en moyenne par jour et tout, et les gens ne se comprennent pas, et on peut aussi les comprendre, de se dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez ouvrir à nouveau ça, alors que finalement on n'est pas dans une phase de décrue. Et si tu vas au restaurant, tu dois te masquer. Si tu vas aux toilettes dans le restaurant, tu dois te masquer. Les boîtes de nuit sont fermées, mais les patinoires sont ouvertes avec 5 ou 6 000 personnes. Je comprends en fait le désarroi ou l'incompréhension de beaucoup de monde. Voilà, profitons. Le championnat recommence jeudi prochain. On voit clair, on a des guidelines. Et c'est souvent ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a tendance, et je dis collectivement, pas forcément moi, toi ou le supporter normal, mais collectivement, on a tendance un peu à sous-estimer, je trouve,
les instances dirigeantes, quelles qu'elles soient, le Conseil fédéral, Ouais. la Ligue, etc. Là, en l'occurrence, moi, l'impression que j'ai eue lors de cette conférence de presse, c'est que la Ligue a travaillé durant cet été comme rarement. Denis Vaucher avait l'air marqué, avait l'air fatigué ou avait l'air... Ouais, marqué, je pense que c'est le bon terme par cette situation. Et les différentes personnes qui sont venues s'exprimer aussi, la Regio League, ça a l'air d'être un beau bordel à régler aussi, avec le nombre de championnats, le nombre d'équipes, le nombre de scénarios à régler. Mais ils ont bossé, ils se sont décarcassés pour qu'un championnat puisse avoir lieu. Normalement, le Conseil fédéral voulait plutôt 50% des patinoires. Ils ont réussi à monter à 2/3 de place assise. Chapeau finalement d'avoir réussi à faire quelque chose, à faire en sorte que le championnat redémarre. Parce que vraiment, on n'est pas passé loin que ça ne reprenne pas au 1er octobre, que ça puisse reprendre au 1er novembre, 1er décembre ou encore plus tard ou jamais. Là, on a une vision claire. Ça va commencer le 1er octobre. Est-ce que ça va continuer? On va tous l'espérer. Puis alors, si les auditeurs de Colfax pouvaient déjà montrer l'exemple et puis mettre leur masque et puis pas se tousser parmi ou se crier dessus, ce serait déjà super. Parce que, comme l'a dit Denis Vaucher, en fait, on est tous responsables à titre individuel de ce qui va se passer. Est-ce que moi, ça va me faire plaisir de mettre un masque pendant le match? Alors, à la vache, oui, ça va faire chaud. Mais à part ça, ailleurs, non, pas forcément. Mais on ne nous demande pas si on a envie. On nous dit juste, collectivement, faisons-le. Et on pourra avoir du hockey. C'est pas une votation. On n'est pas là pour dire est-ce que j'ai envie, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que je trouve ça bien. C'est pas la question. On doit le faire. Faisons-le. Je dis pas qu'il faut réfléchir comme ça pour tout, mais en l'occurrence, c'est une réponse à un problème immunitaire, un problème d'épidémie. Essayons de répondre de la manière la plus unie possible. Puis si ça fonctionne, on va tous être gagnants. Et puis, Denis Vaucher aussi, tu dis il est marqué, a raison. Hein, et pourquoi? Parce que il sait que l'un des responsables vis-à-vis du monde politique, parce que là, on va pas les rater. Parce que s'il y a tout d'un coup des cas dans une patinoire ou dans un stade de foot, on va se retourner vers les politiques pour leur dire voilà, vous avez fait n'importe quoi, etc. Et les politiciens vont se retourner aussi envers les responsables des ligues en disant mais c'était quoi votre concept de protection mousse? Donc je comprends que c'est très très difficile et vraiment pour être allé, et toi et moi, dans les patinoires pour les matchs de préparation, on a le sentiment qu'ils font au mieux, quoi, et que vraiment, là aussi, c'est la responsabilité individuelle. Il faut arrêter de toujours vouloir rejeter la faute sur l'État suprême ou sur une personne plus en disant c'est pas de ma faute. Si c'est de ta faute parce que t'as pas voulu porter ton masque tout le long. Si c'est ça. Donc vraiment, responsabilité individuelle et que les gens, s'ils veulent continuer à avoir du hockey, faut respecter 2-3 choses. Il me semble pas que c'est très compliqué. Puis comme l'a dit Denis Vaucher, on n'a qu'une chance de montrer que... Et le on peut clairement s'inclure Alors, tous dans ce bien. On n'a qu'une chance de montrer que ce concept peut fonctionner. Il y aura des cas dans les équipes, dans les spectateurs, il y aura des cas dans d'autres familles. Il y en a déjà eu pour certains. Et puis, voilà, ma foi, c'est une situation qui est compliquée pour tout le monde. Mais si les contacts sont tracés, si tout ce qui est mis en place fonctionne, on arrivera à endiguer l'épidémie et donc continuer à avoir du hockey. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est à ce micro, c'est aussi pour ça que Colfax existe et puis c'est pour ça qu'on espère être toute la saison dans les patinoires, quoi. Et puis les tests aussi, parce que c'est un sujet assez intéressant. On voit que dans certains championnats, ils testent beaucoup aussi, notamment en NHL. Là, c'était mis, il nous a répété Denis Vaucher que ce serait 3 jours avant le début du championnat. Donc toute la structure des clubs va être testée. Et puis après, une fois que ça c'est fait, faudra peut-être voir au cours du championnat, mais en même temps, ils ne seront pas testés toutes les 2 semaines. Ça, c'est clair que ce ne sera pas comme ça. En fait, ils sont partis d'un postulat simple. C'est que, j'imagine, là, j'étais pas dans la task force, mais entre le moment du test et le moment où tu as le résultat, tu peux déjà avoir chopé 3 fois le truc. Donc, finalement, ils vont décréter qu'à 3 jours du championnat, la situation est la suivante. On a X cas qui sont tous en quarantaine, ou on a peut-être 0 cas, j'en sais rien, à 3 jours du championnat. Voilà, c'est à un moment donné, on a une vision claire de la situation. Après, c'est aussi au club et de faire en sorte que ça fonctionne, de tester ou pas. Je sais que des clubs sont plus actifs que d'autres sur ce front-là. Ça coûte de l'argent. Il faut aussi savoir que... C'est clair. C'est pas évident. Il y a un truc qu'on a bien aimé aussi, on l'a relevé les deux, c'est quand il a parlé de transparence. Et il a, pour le coup, Denis Vaucher, donc, été très transparent. Pour vous dire, il y a eu une explication à un moment sur les prêts de la Confédération et sur l'historique de tout ce qui s'est passé. Ça a duré, je pense bien, 10 minutes où il a expliqué point par point toute la genèse des choses. Et c'était vraiment
exhaustif pour le coup. Ouais. Et la transparence aussi, ça va être sur le site de la Ligue, un dossier Covid avec, première occurrence, les Ticino Rockets, c'est l'histoire qui s'est passée. Et on espère qu'il y en aura le moins possible, mais sans doute qu'il y en aura, qui vont venir remplacer celle-là et venir au-dessus pour dire, il y a eu un cas chez un soigneur de tel groupe, il y a eu de telle équipe. Et comme ça permettra de dire, on vous cache rien du tout. Et voilà, je suis d'accord. Et je pense que c'est une bonne solution, c'est un bon état d'esprit qui a été décidé de la part de la National League à ce niveau-là. Puis il n'y a plus qu'à finalement, on peut faire des théories pendant des heures. Faudra voir, ça va être un test le 1er octobre pour tout le monde finalement. Rien que les entrées dans les patinoires, on n'est pas habitué. Prise de température et tout ça, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en allant dans les patinoires. Puis comme on ne peut pas tester ce genre de réunion comme ça, ça va être test grandeur nature. Exactement. Donc je pense que tout le monde va être très nerveux jusqu'au 1er octobre et au 2 octobre. Les premières rondes dans chacune des patinoires pour voir comment ça fonctionne. Puis après, rouler jeunesse. Puis je l'ai mentionné juste avant en parlant des prêts de la Confédération. On a aussi eu un éclairage à ce propos. Alors on va être clair, justement, éclairage c'est un bien grand mot. Moi, à un moment, je comprenais que les déterminants, les DER, les DI, les DAS. Après, il y avait plein de mots qui étaient compliqués, des abréviations SGK-PZ. Ok, merci beaucoup. Donc, éclairage, j'attends d'écouter Colfax pour que tu m'éclaires. Vas-y. Alors, si on ne dit pas de bêtises, 150 millions vont être attribués au hockey sur glace, 75 millions pour la saison, en fait, sur 2020, et puis 75 autres millions pour 2021, ce qui permettra normalement de couvrir certaines pertes. J'exagère avant tout à l'heure, mais effectivement, ces 50 millions avaient été déjà débloqués il y a quelques mois, mais c'est ces 150 millions qui avaient été un peu balancés un vendredi, avaient été envoyés en mai, sauf erreur. Il devait signer le lundi à la suite d'une association de tous les CEO. Il devait signer un paplard comme quoi ils étaient d'accord d'entrer en matière sur d'éventuels prêts. En gros, c'était ça. Ils ont à peine eu le temps de vraiment être d'accord, pas d'accord. En fait, eux, en acceptant ça, ils signaient le fait de rentrer en matière sur le terrain politique, si j'ai bien compris. Le problème, c'est que ce qui leur a été octroyé, c'est 150 millions avec un fonds de solidarité. Donc, en gros, si un club faisait faillite, tous les autres clubs de la National League devaient participer à rembourser la créance. Et ça, c'était impossible, intolérable pour tout le monde. Non, pas intolérable, inacceptable, c'est le mot qui a été dit, entre deux déterminants que je comprenais. Tu peux pas demander, on va prendre des exemples, on va même pas citer de club, il n'y a pas besoin, mais tu peux pas demander à un des plus petits budgets de la Ligue de se dire, écoute, il y a un des très gros budgets, non, il y a un très gros budget de la Ligue qui a fait visiblement n'importe quoi parce qu'ils sont partis en faillite, en fait, tu vas payer une partie du prêt qui a été demandé. Non. Impossible. Donc ça a été un gros point de frottement. Puis les intérêts aussi. Avec intérêt, et en plus, ils demandaient une réduction obligatoire des salaires sur 3 ans de 20%, sauf erreur, pour avoir accès au prêt. Bref, pour toutes ces raisons, ils ont dit vous êtes bien gentils. Franchement, le jour où il y a eu cette annonce qui est tombée, dans le quart d'heure, c'était clair, vu les messages que je recevais de personnes dans la Ligue, que ça allait nulle part, cette proposition. Ils ont retravaillé depuis avec l'appui de soutien politique, et on en arrivait à aujourd'hui ce que nous a expliqué Denis Vaucher. Voilà, exactement. Non, mais c'est bien, c'était bien de remettre le contexte. Et donc là, c'est un prêt sans intérêt. Sans intérêt, ouais, remboursable au plus tard en 10 ans. Voilà. Et puis, si c'est pas remboursé dans les 3 ans, il peut y avoir jusqu'à 20% de réduction salariale au sein de l'organisation. Sur toute la structure et non sur les salaires des joueurs. Exactement. Donc, les joueurs sont assez tranquilles à ce niveau-là, je pense. Même s'ils sont une grosse partie de la structure, c'est pas que les joueurs qui sont ciblés finalement comme étant les seules sources de charge pour tu veux dire qu'il y a les CEO qui sont... Il n'y a pas que les joueurs, je disais. Et ceci, donc, l'article 8B a été déjà visiblement validé par les deux chambres. Et ce vendredi, c'est là où toute la loi va être validée. Cette loi Covid, le package un peu. Exactement, va être validée. Et normalement, comme on parlait de niveau Vaucher, ça a l'air d'être assez clair que ça va fonctionner. Et la hauteur du prêt, nous ont expliqué aussi, c'est 25% des frais de fonctionnement de la saison 2018-2019, donc la dernière pré-Covid. Et ils peuvent demander un prêt à hauteur de 25%.
Je crois qu'on a bien compris. Si c'est pas le cas, on reviendra la semaine prochaine avec quelques éclaircissements, mais voilà où on en est. Donc bref, sur le plan politique, c'est quand même en train d'avancer. Les clubs devraient retrouver un petit peu d'argent à ce niveau-là quand même s'ils doivent rembourser sur 3 ans minimum sans conséquence. Mais c'est mieux que ce qui était sur la table il y a un mois. Et là aussi, on en revient au travail de fond qui a été fait par les instances dirigeantes. D'ailleurs, en parlant de baisse de salaire aussi, il y avait eu... On a eu vent de certains clubs de National League qui ont dit qu'en fait, ils ne payaient pas tout de suite aussi. Et puis, on avait l'impression que des fois, il y avait des baisses de salaire. Mais je crois qu'on l'a expliqué, non ? Non, moi, j'ai décidé de ne pas rentrer en matière sur ce genre de truc. Il y a eu des annonces très, très politisées, disons, autour des baisses de salaire. Toutes les baisses de salaire qu'on a lues dans les médias ne sont pas de vraies baisses de salaire. C'est des paiements différés. Il y a plein de choses comme ça qui ont été négociées à gauche et à droite. Ce qui est très bien. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Après, la manière dont c'est communiqué de temps en temps, je pense qu'on pourrait peut-être éviter de trop tirer la couverture à soi dans certaines instances dirigeantes, disons. Mais oui, je pense que tout le monde se montre assez créatif. Moi, il y a même un joueur qui m'a dit... Mais moi, si on me dit, écoute, ton salaire entier de la saison 20-21, on ne te le paye pas, alors attention, c'est pas un joueur qui touche moins de 100 000 depuis 10 ans. Hein. Il a un petit peu d'argent, mais c'est pas un joueur à 500 000 non plus. Mais il me dit, mais si on me dit qu'on ne me le paye pas, mon salaire 20-21, mais que sur les 9 années suivantes, on me paye 9 tranches de mon salaire de 20-21, moi, je peux vivre. Donc, si cette proposition venait à être sur la table, lui, il rentre en matière. C'est toujours une question de créativité dans la manière d'échelonner les paiements. Tu peux ne pas payer tout cette année, mais payer en plusieurs fois. Alors, comme tu dis aussi, parce que lui peut se le permettre, évidemment. J'insiste là-dessus, bien sûr. Mais si lui peut se le permettre, peut-être que quelqu'un d'autre pourra se dire, écoutez, moi, 20% de mon salaire, je peux y renoncer. Et on me l'étalonne. On me l'échelonne sur les 3 ans suivants. Des solutions sont en train d'être cherchées à gauche et à droite. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus tendu que d'autres. Actuellement, il y a 1 ou 2 clubs, pour l'instant, où c'est pas important, mais c'est pas en Suisse romande. Si vous êtes les supporters romans, ça vous rassurera. Où c'est un peu plus complexe. Si vraiment j'ai plus de confirmations, on en parlera ouvertement. Mais tout n'est pas rose partout. Mais vivement que ça commence. Les gens auront moins de temps pour réfléchir. Et je parle pas que des dirigeants et des joueurs. Collectivement, le focus sera mis ailleurs et ça va peut-être simplifier bien les choses. T'as vu la transition ? Focus sur le jeu et hop, retour au jeu. La semaine passée, avec Thomas Wiesel, on a pu décrypter beaucoup Lausanne, un peu Genève. Les Genevois, vous inquiétez pas, on parlera aussi de vous suffisamment durant la saison. Là, vu qu'on avait quelqu'un, on va dire, d'obédience lausannoise, on a peut-être un peu digressé sur Lausanne. Aujourd'hui, Fribourg et Bienne au programme. D'abord, on commence par Fribourg. J'ai écrit virage jeunesse parce que Fribourg a beaucoup de joueurs relativement jeunes. En même temps, on a cité déjà David Ebicher, Gaëtan Jobin, Jordan Bougro, qui est finalement pas si vieux que ça, puisqu'il a 22 ans. Sandro Schmidt, qui avait bien joué la saison passée et qui lui aussi est tout jeune. Donc, on a l'impression qu'à Fribourg, on essaye un petit peu de donner plus de responsabilités. On l'a vu lors des matchs de préparation. Est-ce que ce sera comme ça tout le long, le discours de Christian Dubé, quand je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir ces 4 joueurs qu'on a cités, Jobin, Schmidt, Bougro et Bicher, dans le line-up dès le 1er octobre? Il m'a dit oui, c'est l'idée, hein, c'est clair. Donc, c'est plutôt chouette d'avoir tous ces jeunes à disposition. Mais maintenant, il faudra aussi les mettre dans des bonnes conditions. C'est ça la question. Et voir s'ils vont être pas trop jetés au feu en fait de la National League, parce que ça va commencer vite, quoi. Moi, je pense qu'à Fribourg, c'est un peu Sandro Schmidt qui a décoincé, si j'ose dire, le directoire, parce que on rappelle l'année passée à pareille époque, pas pareille époque vu que la saison a commencé un poil plus tôt, mais Sandro Schmidt était censé presque faire toute la saison en Ajoie. Il est resté. On trouvait ça dommage d'ailleurs. Exactement, et il a fait 2 matchs en Ajoie, si je me rappelle bien, avant de revenir à Fribourg, de jamais vraiment jouer suffisamment. Il était tout le temps un peu au bout du banc, il jouait 4 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et en fin de saison, il a eu un vrai rôle qui lui a été donné.
Et si Andrei Bikov joue sur l'aile depuis le début de la préparation, c'est pas un hasard non plus. Hein. C'est parce que Sandro Schmidt tient vraiment sa place au centre et ils ont vu que lui, ça pouvait potentiellement être un centre d'avenir dans la ligue, donc ils lui font une place dans le roster. Il a pas mal aidé à ce mouvement-là l'année passée, j'imagine. Les résultats ailleurs aussi, on a suffisamment parlé en bien de Genève Servette et de la place qu'ils ont fait aux jeunes la saison dernière avec un Simon Lecoultre, avec un Denis Smirnovs, les joueurs qui ont éclos l'année passée. Finalement, Lecoultre, il a exactement le même cursus que David Abicher. Ils ont joué au même âge avec des statistiques très semblables en Ligue junior québécoise, en Ligue junior majeure du Québec. Et donc, est-ce que David Abicher va jouer comme Lecoultre ? On n'en sait rien du tout. Par contre, le fait que Simon Lecoultre fasse une très belle saison à Genève, la 19-20, ça donne envie de faire jouer ton jeune ou ta version du Simon Lecoultre pour David Abicher à Fribourg. Je suis en train de me dire, parce que Abicher, il le met plutôt en 7e défenseur, si je dis pas de bêtises. Hein. Je réfléchis à un Marco Maurer, parce qu'on avait vu à Genève qu'ils ont trouvé une paire intéressante pour le Coultre, quelqu'un qui a de l'expérience aussi, qui est bon défensivement. Et est-ce que à Fribourg, on peut imaginer mettre, je sais pas moi, un Chavaya, un Planalp aussi, qui a une immense Philippe Fourer. Ou un Philippe Fourer, effectivement, pour coacher un petit peu ce jeune et le pousser, parce que ça va être difficile. J'ai l'impression que pour un... Alors, j'allais dire, si t'es ailier, c'est plus simple, mais Sandro Schmidt, ce qui était fort aussi, c'est qu'on te demande de jouer au centre, et les implications défensives d'un centre sont pas les mêmes. Faut avoir quand même déjà... On disait jeter au feu, quand tu te retrouves face à Arcobello, face à Dustin Jeffrey, face à d'autres centres de National League qui ont beaucoup d'expérience, pour le petit jeune, si tu es en 3e ligne ou en 4e ligne, puis que tout d'un coup tu te retrouves face à une très forte ligne adverse, c'est pas facile, parce qu'on va te demander de faire un back-check, de vraiment d'évoluer défensivement. Et pour un défenseur, il faut avoir un petit peu de bouteille, et c'est en jouant, quoi. Donc, exactement, mais là, un David Abicher, je pourrais tout à fait l'imaginer prendre une place sur le deuxième powerplay assez rapidement. Le premier étant celui de Gunderson, et ça va pas bouger. On se rappelle que la saison dernière, c'était Philippe Fourer qui jouait quand il était en santé sur le deuxième powerplay. Durant la préparation, Yecker a fait un petit peu de powerplay. Mais c'est un joueur qui naturellement devrait prendre cette place-là à terme. Il va falloir l'intégrer petit à petit. Mais vu comme ça s'est passé l'année passée, encore une fois, avec un Sandro Schmidt, je pense que ça décomplexe aussi peut-être les entraîneurs. Et je dis pas qu'à Fribourg, mais globalement, ça fait suffisamment longtemps qu'on parle de Bienne et du fait qu'ils osent donner des vraies responsabilités à des joueurs un peu plus jeunes. Genève l'a fait, Fribourg le fait. Lausanne a envie de le faire. C'est louable. Aussi, Zug a montré l'exemple aussi en ayant une académie où tu dis, en fait, si toute ma 4e ligne est composée de joueurs qui viennent de mon académie et qui ont des bas salaires, et au lieu d'avoir des vétérans qui ont 34 ans qui sont en fin de carrière ou 35 ans qui sont en fin de carrière et qui vont tous te coûter, allez, on va dire 200 000 pour dire un chiffre, ou 150 000, mais que tu as des jeunes qui te coûtent 100 000 de moins, tu fais des belles économies pour pouvoir après aller chez Gregory Hoffman et dire tiens, on te donne ça, ou Giannoni, pareil. Et finalement, est-ce que ton joueur de 35 ans va vraiment plus t'apporter sur le peu de temps de glace qu'il va avoir que ton jeune de 18, 19 ans ou 20 ans, 21 ans? C'est pas sûr. Par contre, l'argent économisé là, il peut vraiment être intéressant. Et finalement, c'est une construction de roster qu'on pourrait comparer avec une équipe avec un salary cap. Oui. Où tu te dis, voilà, mes joueurs de 3-4e ligne, j'essaie de mettre un petit peu moins d'argent là-dessus, ou justement mes tours de draft, si je draft bien, je vais pouvoir avoir de la masse salariale pour mes joueurs mieux, mes joueurs des premiers trios ou des premières paires défensives. Finalement, le salary cap, il n'est pas encore en place, mais la façon de réfléchir, je dis pas encore, je suis persuadé qu'on y sera dans pas si longtemps. Et la façon de réfléchir ton roster et ta construction, elle est en train d'évoluer, je suis sûr. Mais c'est très drôle parce qu'en NHL, on parle de fenêtre. Est-ce Exactement. que tu as ta fenêtre, est-ce que tu vas jusqu'au bout, est-ce que tu décides de faire ta refonte du truc en laissant partir tes stars ailleurs, et puis tu accumules les tours de draft, puis tu dois recommencer. C'est en gros ce qui se passe tout le temps pour les équipes qui ont, mais que ce soit en NBA, en NHL et un peu partout.
Tu laisses partir tes joueurs, tu accumules les tours de draft, puis tu essayes de recomposer, et tu peux le faire plus ou moins vite si tu as le flair de la draft, parce que si tout d'un coup tu draftes des bons joueurs, bah, tu peux repartir. On peut pas se permettre de faire ça en Suisse, parce que ça n'existe pas, ce système, donc on est obligé d'aller puiser dans les mouvements juniors. Si possible, si tu en as un bon, bah, effectivement, tu peux construire ton truc. Après, à pas négliger non plus l'expérience. Il faut quand même avoir toujours... si on veut aller en play-off, c'est très bien, tu vas en play-off avec tes jeunes, ils vont accumuler de l'expérience. Mais si tout d'un coup, tu as des gars de plus de 30 ans aussi, ou même, peu importe l'âge, mais des gars qui ont déjà vécu ça, c'est pas dommage non plus. Non, mais vivement qu'on en arrive à cette ère du salary cap et de pouvoir faire des théories sur le travail des GM. Moi, j'adore ça en Amérique du Nord. Tu en avais parlé, j'ai tout pensé à ça. J'espère que je vais pas en parler à chaque épisode. Si jamais c'est le cas, si je radote, tu me le dis une fois, on dit à tout le monde de passer la minute où je parle de ça, mais moi, je me réjouis terriblement. Mais oui, parce qu'on peut juger le travail à force quasi égale. Donc, tu peux te dire, ah ouais, là, ils ont peut-être voulu trop faire dans les vétérans, et puis il faut peut-être plus aller vers la jeunesse parce que bah, le jeu change. C'est la vitesse. J'ai l'impression aussi que la National League s'adapte en regardant la NHL avec peut-être quelques mois ou quelques années de décalage. T'es tellement poli. Ouais, non, mais c'est parce que le hockey va quand même vite, puis qu'on est dans un truc mondial et global. Et puis qu'après, ils se rendent compte que, ah ouais, tiens, ça passe aussi. Tu regardes, tu t'inspires des meilleurs. Tu vois que ça passe pour les meilleurs, tu te dis, bah, ça va passer pour nous. Peut-être à un niveau un petit peu inférieur, mais sur le principe, ça passe aussi. Le salary cap qui rend la ligue plus compétitive en NHL, c'est quand même là depuis plusieurs années. Cette compétitivité-là qui rend la NHL si attrayante, elle doit être implémentée ici, elle va l'être. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer ici, quand un club comme Berne voit que son business model est en train de s'effondrer en ce moment et commence à pousser au cul pour qu'on ait un salary cap, c'est que tu dis qu'on est allé loin dans la discussion. Après, ça ne veut pas dire à contrario, on peut avoir le club de fond de zone qui, tout d'un coup, bah, à force de repêchage successif excellent, d'achat d'agents libres très très bons, se retrouve dans le top 8 ou top 4. J'ai quand même de la peine à imaginer Langnau pouvoir raisonnablement lutter pour le titre. Et pourquoi pas ? Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué, mais... Moi, je rêve. Avec une luxury tax en plus qui permet quand même de ménager aussi un petit peu ceux qui auraient de l'argent quand même. Ouais, bien sûr, mais là, on va être clair, ce début de saison, on sait déjà deux choses. On croit savoir, pas chaque année avant la saison, on croit savoir plein de choses. Hein. Et toi et moi et tout le monde d'ailleurs. Mais on croit quand même savoir que Zurich et Zug seront 1 et 2. Et on croit savoir que Rapperswil, Ambry et Langnau seront 10, 11 et 12. Dans l'ordre, après chacun fait comme il veut. Ouais. Puis après, entre 3 et 9, on s'amuse à essayer de classer les équipes restantes. Dans une ligue compétitive, normalement, tu as des tiers. Tu peux dire, bah voilà, de 1 à 5, 6, c'est plutôt ceci. Eux, ils sont plutôt en reconstruction, donc tu sais qu'ils vont jouer plutôt le fond de classement. Mais c'est pas aussi clair que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que là j'ai quand même l'impression que cette saison-là, le top 2 et le bottom 3, on va dire, il est vraiment, vraiment marqué. Covid aidant aussi, ce qui rend Langnau terriblement moyen, aussi parce qu'ils n'ont pas 4 étrangers, parce qu'ils font les pauvres, quoi, comme je disais la semaine passée. Exactement, ils font les paysans qui disent regardez. Regardez à quel point on est pauvre. Encore une fois, allez lire l'article de Klaus Zag, vous mettez Klaus Zag, Bauern et puis Watson, puis vous aurez ce texte qui est vraiment juste parfait. Pour revenir à Fribourg, on a quand même un modèle, on parlait de modèle économique, mais on a quand même un modèle qui est un peu surprenant, surprenant à cause du Covid, hein, sinon il n'y avait pas de problème, c'est que c'est le seul club à l'heure où on parle qui jouera avec 5 étrangers. Qui jouera pas. Le seul qui jouera avec 5 étrangers ou qui pourrait jouer avec 5 étrangers, c'est Zurich. Voilà. Jouer avec 5, hein. Grâce à Pius Suter, on va dire. Suter, exactement, qui offre cette licence supplémentaire. On va suffisamment dire que c'est une connerie durant toute la saison. On n'en parle pas dans cet épisode. C'est fait, dommage. Donc Stolberg, Fribourg est le club qui a 5 étrangers sous contrat. Voilà. Gunderson, Stolberg, Dernay, Brodin et le nouveau venu, Chris Di Domenico. Exactement. Je me faisais la réflexion, j'ai vu le match Lausanne-Fribourg à Yverdon.
Il a mis un chenille pas possible durant en tout cas 2 tiers. Le troisième, je me souviens plus très bien, ou le premier. Mais durant 2 tiers, tu voyais tout le temps, il mettait des coups partout. En fait, je me disais, mais quand on voyait Langnau, pourtant je suis quand même chaque week-end des matchs, mais Langnau, je les vois une fois par mois ou une fois par mois et demi peut-être. J'ai l'impression que c'est à chaque fois le chenille. Puis je me dis, peut-être que je tombe sur le Di Domenico en grande forme ces soirs-là, quoi. Mais c'est peut-être pas la norme avec ce joueur. En termes de petits coups à gauche, à droite, de tout ce que tu peux voir à la patinoire en plus par rapport à la télé. Et en fait, non, je crois vraiment que ce joueur, c'est pas possible, quoi. Il doit être compliqué à affronter, compliqué à arbitrer. J'aimerais bien une fois demander à un arbitre comment. Est-ce que tu as un standard Chris Di Domenico ? Dans le sens, si tu siffles si tu le siffles lui comme n'importe quel autre joueur, je pense qu'il y a un vrai problème. Il est tout le temps pénalisé. Et est-ce que c'est lui ? Du coup, tu vas dire, lui, jusqu'à une certaine limite, je vais devoir laisser aller, et du coup, il a son propre standard ou pas. Je me rends vraiment pas compte, et je me réjouis de voir cette évolution durant la saison. Maintenant, 5 étrangers, ça veut dire la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qui le 5e ? Si on regarde la saison dernière, Gunderson a joué 50 matchs, Daniel Brodin a joué 50 matchs, Stolberg 46, Desharnais 36. Ça veut dire qu'il y a déjà... Desharnais était blessé, c'est aussi exactement. Pour ça. Et Stolberg à un moment aussi. Ou non, c'était peut-être surnuméraire avec Boychuk. Mais ça veut quand même dire que tu as déjà, on va dire, Obama, une quinzaine de matchs qui étaient à disposition pour un 5e étranger. Ouais. Avec les blessures, c'est Boychuk qui fait 15 matchs. Donc tu as déjà ton 5e étranger, il a une quinzaine de matchs qui vont tomber. Avec Di Domenico qui va de toute façon se prendre une suspension, une pénalité de match une fois ou l'autre. On peut déjà la planifier, celle-là. Ça te libère en 2 matchs aussi de ton 5e étranger. Puis après, ça donne des options. Gunderson, il a énormément joué la saison dernière. Est-ce que tu peux le reposer un soir ? Je suis pas sûr. Dur, hein. Quand tu dis que c'est le premier nom qu'on couche sur la feuille, ouais. donc ça amène tellement. Est-ce qu'on peut se passer de Temernes à Genève ? Difficilement. A priori, non. Est-ce qu'on peut se passer d'un défenseur d'un Euro ? C'est difficile. Là. Peut-être qu'à Zurich, c'est peut-être possible, mais est-ce que tu y gagnes ? Je suis pas sûr. Du coup, ça veut dire que ton 5e, soir après soir, va se trouver dans les attaquants, en théorie. Mm-hmm. Desharnais, tu le mets sur la feuille de match. Pour moi, c'est une évidence. 1, Gunderson, 2, Desharnais. J'ai tendance à penser que 3, c'est Di Domenico. Et après, entre Stolberg et Brodin, ça se dispute. C'est comme ça que je vois la hiérarchie dans cette équipe de Fribourg dans la saison à venir. On parlait avec Pierre Chouvet hier lors de la conférence de presse de la Ligue. Lui, il disait plutôt Gunderson, Desharnais, 1-2. Puis après, les 3, Stolberg, Brodin, Di Domenico, c'est la forme du jour. C'est un peu, voilà, c'est entre les 3 que ça se dispute, peut-être. Moi, je vois vraiment Di Domenico comme un pion assez important dans l'échiquier de Christian Dubé. Finalement, il apporte en implication, en hargne, en émotion ce qu'un Brodin amenait la saison dernière. Et même si Brodin, il a 32 points, il a 16 buts, 16 assists, il amène plus de hockey, Di Domenico. Il amène plus d'options de jeu quand il joue. Mais quand il joue, il amène vraiment quelque chose à toute sa ligne. Ce qu'un Brodin, peut-être, apporte un petit peu moins. Et c'est pour ça que je le vois devant dans la hiérarchie. Donc, Stolberg, Brodin se battront pour les places 4 et 5, selon moi. Mais c'est un problème de riche. Je ne pense pas au moment où Christian Dubé engage Di Domenico, donc ça, on se rappelle, c'est autour de la Spengler l'année dernière, donc fin 2019, début 2020, c'est là que ça se fait. À ce moment-là, le coronavirus, c'est un truc qui se passe en Chine. Ouais. Et les playoffs vont avoir lieu, etc. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien à dire. C'est une bonne option d'engager un 5e étranger. C'est un luxe que le Fribourg qui va rentrer dans sa nouvelle patinoire peut se permettre. Aujourd'hui, je pense que Christian Dubé préférerait avoir cet argent à disposition pour déjà peut-être faire des économies à gauche et à droite ou engager un attaquant suisse supplémentaire. Mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir pris cette décision en décembre parce que personne n'avait vu ça venir. Va falloir gérer cette situation, mais ils sont tous conscients. C'est pas comme si le 5e avait débarqué en cours de saison et puis avait surpris tout le monde. C'est une donnée qui est connue. Di Domenico, quand il signe, en sachant qu'il y aura 5 étrangers sous contrat, c'était déjà le plan, donc il n'y a pas de surprise non plus. La question aussi qu'on peut se poser, c'est... on parlait des pénalités. On sait que Di Domenico est un joueur, on va dire, sanguin, et que Brodin et un joueur qui récolte aussi passablement de pénalités par son jeu. Est-ce que Christian Dubé, quand il fait son alignement, se dit mes 2 gars là, on est sur un dérabi, ça va être un peu chaud. Est-ce que j'ai vraiment envie de les lancer les 2 ? Est-ce que je préfère peut-être pas avoir Stolberg qui va me permettre d'avoir quelqu'un dans la cage vide.
C'est juste On qu'il en a rappelle marqué que la pas saison mal, dernière, hein. il a marqué pas mal de buts dans la cage vide. Ça fait beaucoup de joueurs, enfin ça fait surtout 2 joueurs étrangers assez à fleur de peau, donc qui jouent un peu avec les émotions. Et certaines fois, tu as peut-être envie de calmer. Alors, et je sais pas si on peut, selon l'adversaire, se dire là oui, là non. Alors effectivement, si tu pars dans un alignement avec Brodin et Di Domenico, tu sais que tu vas être l'agresseur sur les premiers shifts en théorie quand même. Mais j'arrive pas à me dire ça parce que Brodin, c'est 79 minutes de pénalité la saison dernière. Ça fait il a une pénalité de match. C'est pas un scandale, disons. Honnêtement, je m'attendais à pire. De sa part, il a été beaucoup sous contrôle. Est-ce que ça va encore être le cas cette saison? J'en sais rien, mais le fait de savoir que si tu déconnes un petit peu trop, ben, le match d'après, le lendemain, si tu un vendredi, le lendemain, tu es dans les tribunes parce que t'as coûté le match à ton équipe, ça peut aussi être un frein finalement de se dire, ben, peut-être faut pas que je fasse le check de trop, le coup de crosse de trop, l'erreur finalement d'agressivité supplémentaire qui va faire que je me retrouverai en tribune si je coûte le match à mon équipe. Ça peut aller dans les deux sens, ça peut être un avantage. Jamais on a parlé du surplus de hargne bernois comme d'un désavantage. Donc je pense quand tu vas jouer à Berne, tu sais que les premières minutes, ça peut potentiellement venir très très fort avec un Tristan Chavet qui va venir mettre des grosses charges. Ça va taper fort dans les bandes, ça va gueuler dans le public quand il y a du public. C'est rarement pris comme un désavantage. Maintenant, il faut canaliser ça et ça, c'est le rôle du coach. Est-ce qu'il va être capable de le faire? On verra. Si on reprend l'effectif fribourgeois, parce qu'on est parti directement, il faut dire qu'on avait tellement envie, dans les joueurs qui sont arrivés... C'est parler de coronavirus avant en même temps. Les joueurs qui sont arrivés, on l'a déjà mentionné, les jeunes, donc Bougro et Bichère-Jobin. Il y a aussi Yannick Herren, Dave Souter, Benoît Yecker, Di Domenico, on en a parlé, et puis Connor Hughes, le gardien remplaçant, enfin le deuxième gardien en l'occurrence, qui remplace le partant Ludovic Weber, qui est parti à Zurich. Sont partis aussi Stalder, Lauper, Tristan Vauclair, Lotak, Marty et... Le Globetrotter Aurélien Marty, ou le Swiss Trotter, qui fait Fribourg-Lausanne en passant par Lugano. Oh, c'est intéressant comme... Le mec, il a pris une carte journalière au CFF. Hein. Tu sais, c'est comme ces vols, ceux qui volent pour aller nulle part. Exactement. Voilà. Le Fribourg-Lausanne par Lugano, c'est bien vu. Et Schneeberger aussi, on est toujours un peu dans l'expectative. Ils s'entraînent avec Rapperswil. Il a même joué en match amical avec Rapperswil. Voilà. Mais en tout cas, une chose qu'on peut être assez certain, c'est qu'il ne jouera pas avec Fribourg cette saison. C'est ça. Mais ce qui était intéressant, en redonnant les arrivées, c'était de parler aussi un peu du transfert, on va dire, sans faire injure à des Yecker ou des Souter. Yannick Herren, il est attendu à Fribourg parce que on sait qu'il a un joli salaire, c'est normal. Et 3 ans de contrat avec des responsabilités, visiblement, sur le powerplay. On l'attend, en fait, Yannick Herren à Fribourg. Aussi parce que on a vu Julien Sprunger est blessé. On ne sait pas si c'est 1-2 semaines. Est-ce qu'il va pouvoir être là pour le début du championnat? C'est encore à déterminer. On a un Andrei Bikov qui est positionné à l'aile, qui a peut-être aussi un petit peu... qui doit remonter un peu dans l'estime parce qu'il a eu une saison passée compliquée. Yannick Herren, il arrive un petit peu avec un statut. On verra comment ça va se passer. Mais comment tu vois ça? On a l'impression qu'à Fribourg, j'ose pas parler de passation de pouvoir, mais que... oui, effectivement, Bikov et Sprunger, ils prennent de l'âge, quoi. Voilà. Ouais, je pense que, comme on a dit au moment du transfert, c'est que au moment d'engager Yannick Herren et de mettre un montant au bas du contrat, Christian Dubé avait surtout un rôle à lui donner et un salaire en conséquent avec le rôle qu'il allait lui donner, à savoir un bon salaire, plus haut que ce que lui donnait Lausanne, probablement parce qu'à l'époque c'était Jan Alston, mais Jan Alston ne le voyait pas comme un joueur dominant dans son alignement. Je dis pas que ça reste le même joueur d'un côté ou de l'autre. C'est là où tu disais c'est très intéressant, parce que c'est une question d'un directeur sportif qui l'estime à temps et un autre qui l'estime à temps. Voilà. Et là, Christian Dubé, effectivement, il le voit comme un ailier de première ou deuxième ligne et un joueur de powerplay. Ce qui a l'air d'être le cas. Actuellement, depuis le début de la préparation, ça marche assez bien. On sait que par le passé, c'est un joueur qui a alterné les très très hauts et les très très bas, qui a eu été meilleur compteur de la Ligue. On rappelle après, je crois, 6 matchs de championnat lorsqu'il joue avec Dustin Jeffrey et il termine avec 36 points sauf erreur cette saison-là. Ça peut être quelqu'un qui a entre 15 et 17 buts au bout de la crosse.
ça peut aussi être un joueur qui passe à côté de sa saison, qui peut être blessé. Voilà. C'est un pari et le problème, c'est que le marché est fait de manière que tu es obligé de prendre ce genre de pari si tu veux engager un joueur potentiellement dominant. Tu peux pas lui donner ce qu'il vaut, tu lui donnes ce que tu penses qu'il va valoir chez toi. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est de la spéculation. Et là, ils ont clairement spéculé. Maintenant, le rôle qui lui a été promis va lui être offert. Ça, c'est une certitude. À lui maintenant de prendre aussi les responsabilités puis d'être digne de la confiance qu'il va lui être donnée. Si on prend aussi l'estimation de but qu'on peut avoir pour un Heinikeren, tu mentionnais un chiffre, on va peut-être pas dire un chiffre, donner un chiffre précis, on va dire, mais il remplace une production de Lauper, Tristan Vauclair, Lotac, qui a dit Dominico en plus, donc voilà, c'est pas complètement impossible de remplacer. On voit que dans d'autres clubs, on se prive de buteurs, on l'avait fait avec Lausanne, notamment la semaine passée. Il y en a certains, ils doivent remplir des sacrées chaussures. Finalement, là, ils ne remplacent pas un joueur qui est parti. Poste pour poste, c'est pas Souris qui débarque à Lugano pour remplacer Hoffman, où tu te dis, voilà. Chaque but en moins inscrit par Souris par rapport à ce qu'avait fait Hoffman l'année d'avant, c'est un but à devoir compenser ailleurs sur la glace, effectivement. Et niveau pression, c'est peut-être un tout petit peu plus simple pour Yannick Eren. Fribourg n'était pas non plus l'équipe où la production était la plus pléthorique, donc d'avoir un joueur qui peut augmenter ça, c'est quand même important. Et ouais, je pense que toute saison en dessous de 10-12 buts pour Eren, c'est quand même, ce sera pas considéré comme une bonne saison. Et moi, je l'imagine vers une quinzaine, ça m'a l'air d'être réaliste pour ce joueur. On parlait de Brodin, 16 buts, 15 buts, ça veut dire que ouais, c'est... 16 buts, donc 4 le même soir quand même. Le quart de ta production, elle vient d'un seul match à Lausanne, si on se souvient. Exactement. C'est étonnant comme statistique. Et puis aussi, je voulais revenir avec toi sur on va dire, l'encadrement technique de Fribourg-Gotteron. La saison passée, on se souvient que Sean Simpson était arrivé quand Christian Dubé était coach. Tout d'un coup, Sean Simpson, on se rappelle la communication, advisor de l'entraîneur. Hein, bref, il était en gros assistant de Christian Dubé. Il s'occupait d'une bonne partie des questions techniques aussi au sein du club. Et puis là, finalement, Sean Simpson maintenant est entraîneur, sélectionneur de la Hongrie. Quand tu étais sélectionneur de l'équipe de Suisse, puis que tout d'un coup, maintenant tu es sélectionneur de la Hongrie, enfin, sans dénigrer la Hongrie, hein, mais tu vois quand même que c'est difficile de trouver des jobs de valeur finalement aujourd'hui. On a mentionné aussi que comme assistant, il pourrait y avoir Yves Sarrault. Finalement, ça s'est pas fait parce que visiblement, ils n'avaient pas le budget, c'est en tout cas ce qui a été annoncé. Comment tu vois l'histoire à Fribourg avec finalement plus qu'un seul assistant, Pavel Rosa? Ouais. C'est une bonne question. Moi, ce qui m'intrigue au-delà de ça, finalement, Christian Dubé, il est arrivé l'année dernière en courte saison en mode commando. On va tous ensemble se sortir de ce trou dans lequel on s'est collectivement mis. Lui en tant que directeur sportif, mais les joueurs également. Il y a quand même un aspect... On est tous dans la même merde, en gros. Là, c'est plus le cas. Là, on arrive dans une situation où il y a un entraîneur établi avec son équipe. Et je pense que le rapport est différent. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? J'en sais strictement rien. Mais le rapport entraîneur-entraîné, on va dire, est beaucoup plus clair qu'il ne l'était la saison dernière. Cet aspect mission ou cet aspect commando va plus exister. Christian Dubé le savait bien avant moi, ou on avait eu conscience bien avant moi, j'imagine, de cette situation. Il a aussi appris, je pense, la saison dernière, beaucoup de choses. Finalement, c'est comme si c'était l'apprenti la saison dernière. Il a eu une année d'apprentissage auprès d'un Sean Simpson avec Pavel Rosa qui était déjà présent. Dans un monde idéal, moi je pense qu'il l'aurait conservé, hein, Sean Simpson, ou aurait pris Yves Sarrault qui aurait été un assistant de très grande qualité. Et je pense qu'il mériterait d'avoir un banc quelque part, ou du moins des responsabilités quelque part, Yves Sarrault. Je pense que le coronavirus n'a pas aidé non plus, sinon il serait engagé à Fribourg actuellement. C'était Marc-André Berset qui l'avait annoncé d'ailleurs, le fait que dans un premier temps que ça devait se faire, et dans un second temps qu'à cause des restrictions budgétaires, ça ne se ferait pas. La question, elle est là. Est-ce que tu préfères avoir droit à ton attaquant supplémentaire et de te priver d'un entraîneur assistant, ou tu préfères avoir l'entraîneur assistant puis avoir un peu moins de marge durant la saison si un étranger ou un Suisse se blesse? Christian Dubé en arrive à la conclusion que c'était plutôt la solution B qui était la bonne. Il y a une nouvelle patinoire aussi. Faut quand même pas négliger le fait que Fribourg s'attend à quelque chose avec ce nouvel outil, ce nouvel écrin de la BCF Arena.
Bien sûr, mais ils pourront pas autant en profiter que ce qu'ils l'avaient imaginé, dans le sens où, on le sait assez, les rentrées seront pas les mêmes. On a vu la saison dernière que d'avoir une nouvelle patinoire, ça te rendait pas les matchs à la maison beaucoup plus simples. Il suffit de demander aux Lausannois ce qu'ils en pensent. Les matchs à la Vaudoise Arena, c'était beaucoup de pression et pas forcément beaucoup de bons résultats supplémentaires. Faut aussi en être conscient. Moi, je suis très impatient et j'ai pas de réponse en fait à donner sur le poste d'entraîneur à Fribourg. Maintenant, Christian Dubé, il a quelques mois, comme je disais avant, il a fait son apprentissage. Maintenant, il va devenir un vrai entraîneur, entre guillemets. Ça va changer des choses et ça va être une des choses intéressantes à suivre cette saison à Fribourg, ça c'est sûr. Alors, on termine ce tour d'horizon roman avec Bienne, qui, alors vraiment, on est tout cœur avec lui. On l'avait déjà mentionné lors de notre passage au Pécaliste il y a quelques jours. Mais on est vraiment tout cœur avec Antti Tormenan dans sa lutte contre le cancer. Et Bienne a quand même dû réagir parce que c'est organisation top class. Martin Steinegger, je l'ai trouvé excessivement bien humain. C'est vraiment la grande classe. Mais il est aussi obligé de penser à son groupe et ils ont dû réparer au plus pressé finalement en engageant quand même un entraîneur pour le suivi de tous les jours. Et ils ont choisi Lars Leuenberger qui, mine de rien, si on se souvient, a quand même été champion avec Berne. Pas été conservé, mais... Champion en 2016 et champion en tant qu'assistant également avec Berne en 2013. Il a 2 titres de champion en tant que membre du staff. Il n'a jamais eu tellement sa chance, finalement, au plus haut niveau, malgré ce titre-là. On se rappelle qu'après son titre en 2016, il était un peu en rumeur à gauche et à droite, puis finalement, il a fait une saison blanche avant de revenir à Berne comme directeur du scouting pendant 2 ans, puis assistant au moment où Kari Jalonen quitte Berne ou est licencié à Berne. Assistant de Narbauer, le nouveau... Il était censé être assistant de Narbauer cette saison. Et finalement, du coup, il a été pris à Bienne. Comme tu dis, organisation top class à Bienne. Alors effectivement, je trouve qu'ils ont réglé cette situation compliquée autour d'Antti Tormenan avec pas mal de dignité, je trouve. Et c'était assez louable parce que finalement, ils n'en ont pas trop fait. Ils nous ont expliqué ça de manière très... très simple finalement, ils n'ont rien caché, ils ont expliqué les choses. Exactement. Le jour où ça sort, on nous demande de ne pas appeler les joueurs, de ne pas appeler le staff, de ne pas appeler Antti Tormenan. Évidemment, honnêtement, je crois qu'il n'y a aucun de nos confrères qui aurait appelé Antti Tormenan ce jour-là. Mais c'est bien de préciser non, je aussi. dis pas qu'ils en y réfléchissant en tant que journaliste aussi. Des fois, après une défaite, j'ose à peine poser des questions à les gars en me disant ça doit être assez dur pour eux en ce moment. Ouais, bon, ça va, ils ont perdu un match, quoi. Ouais. Là, c'est autre chose. Et j'ai appelé Stéphanie Méria ce jour-là. J'avais l'autorisation, évidemment. J'avais passé dans le pipeline. Et là, elle avait été très classe aussi. Et franchement, ouais, ils ont bien géré. Un petit truc, mais c'est dans le journal du Jura, sauf erreur, que Martin Steinegger annonce ou explique qu'il a reçu des dossiers d'entraîneur / vautour 30 minutes après l'annonce du communiqué de la maladie d'Antti Tormenan. Ça, franchement, c'est le truc le plus dégueulasse qui existe. C'est compliqué de le faire. Je trouve, tu sais que tu te tires pas une balle dans le pied, tu te coupes le pied carrément à ce moment-là en tant qu'entraîneur. Ouais, mais je dirais en tant qu'être humain. Non, honnêtement, entraîneur, d'accord, mais dans quel monde tu vis pour profiter? C'est vraiment profiter de la détresse de quelqu'un ou d'une organisation et puis faire aucun cas de... Tu te places, toi, c'est de l'égoïsme pur. Il y a une place, tiens, il y a peut-être une place. Si jamais j'envoie mon CV. Non, mais... T'attends 24 heures, allez. T'attends 24... Ça changera quoi? C'est 24 heures supplémentaires que tu donnes au club pour... Et déjà... à toi-même en tant qu'être humain, comme tu dis, pour pas passer pour un vautour. Enfin, c'est quand même pas possible. Moi, j'ai eu un petit regret dans cette histoire, c'est que le nom des gars soit pas sorti. Ouais. Mais tu parlais de classe avant, et ça rentre dans cette même dans cette même dans ce même état d'esprit finalement. Pour pas qu'on les mette au pilori, les gars. Exactement. Mais j'aurais bien aimé savoir qui c'était quand même. Pour pas envoyer des œufs la prochaine fois que tu le croises. Non, quoi. mais pour savoir. Et je pense. Mais là, finalement, c'est aussi. Steinegger, il se souviendra, il saura, et ça se saura. Même si ça sortira pas dans les médias, même si les journalistes, on ne le saura peut-être pas, dans le milieu, ça se sait. Et je pense que ça, c'est pas une bonne publicité à se faire que d'avoir agi comme ça. Toujours est-il que, voilà, maintenant, comme tu as dit, comme on l'a dit là, au Pécaliste,
en espérant que tout se passe bien pour Antti Termenen. En attendant, c'est Lars Leuenberger qui a dit qu'il céderait sa place au moment où Antti Termenen, si Antti Termenen était capable de revenir à la bande, visiblement. Là aussi, on parle de classe, on est en plein dedans. Va quand même falloir la jouer la saison finalement. Et la saison, il y a eu quelques transferts, enfin quelques mouvements sur le marché. Alors, en entrée, en fait, on va dire, on a Van Pottelberger, on verra pourquoi. Je me réjouis que tu parles du dessert. On a Lindbohm qui arrive de Lausanne, Van Pottelberger, donc le gardien qui vient de Davos. On a Ricardo Sartori, sans faire un joueur. Ricardo Sartori, plutôt un rôle de défenseur si ce n'est de bottom 6 ou en tout cas de peut-être même 7e, 8e défenseur. Fabio Offer d'Ambry. Et puis j'ai mis Hultström parce que finalement il était plus là, puis ils ont quand même réussi à le rapatrier finalement pour avoir une brigade d'étrangers à 4, on en reparlera après. En sortie, on va dire, on a Fabian Luthi qui a pris sa retraite, on a Anssi Salmela, le défenseur finlandais, on a Sataric, un autre défenseur, on a Damien Ria, on l'a assez mentionné quand on a parlé de Genève la semaine passée, on a Jan Neuenschwander qui est parti à Berne, on a Peter Schneider, l'attaquant autrichien qui, mine de rien, il va falloir les remplacer, ses buts qu'il a quand même mis, parce que je dirais qu'il en a mis une dizaine, un petit peu comme Damien Ria, donc il va falloir compenser, et quand on voit en attaque Offer et Hultström, si Hultström on prend les buts qu'il a marqués la saison passée, il ne peut pas les compenser, hein, voilà. Et puis surtout Jonas Hiller, quoi. C'est un peu le point d'interrogation à Bienne, ça va être de savoir comment Elien Pope et Joran Van Pottelberger vont pouvoir remplacer, si c'est possible de remplacer Jonas Hiller, le monument qu'il est et comme il a aidé Bienne ces dernières années. Et on rajoute juste, et j'ai oublié de te le dire tout à l'heure quand on préparait cet épisode, Noah Delémont. Juste. Mais c'est ma faute. Qui va commencer la saison à Bienne, normalement. Défenseur offensif. Il a fait quelques matchs avec les juniors élites durant la préparation. Il a fait quelques matchs avec Bienne durant la préparation. Défenseur offensif qui est censé repartir en Ligue junior québécoise pour la saison à venir, après une première saison très compliquée. Mm-hmm. Il a été redrafté une seconde fois, une deuxième chance pour lui, mais les minutes de glace qu'il va pouvoir grappiller avec Bienne auparavant pourraient tout à fait être utiles dans sa progression. Et effectivement, remplacer Jonas Hiller, je pense déjà on peut partir... Non. On peut dire que c'est pas possible, quoi. Voilà. Il faudra faire au mieux. Exactement, on en parlait sous le plateau des Pécalistes, on va pas redire les mêmes choses, mais finalement c'est quand même un petit peu le cas. Demander à Berne la saison dernière comment on remplace Leonardo Giannini, quoi. On le remplace pas et puis on panique en novembre, décembre, et puis on va devoir aller chercher un gardien étranger parce que c'est pas facile, parce que Niklas Schlegel n'avait pas les épaules. Ça veut pas dire que Van Pottelberg ne les aura pas, attention. Mais c'est un sacré trou à remplir. Tu le remplaces pas comme ton défenseur numéro 1 ou comme ton ailier buteur. Finalement, c'est con à dire, mais c'est ton joueur qui a 60 minutes sur la glace. C'est ton seul joueur qui a 60 minutes sur la glace. Et l'importance de Jonas Hiller dans ce qu'il apportait sur sa défense, c'est pas que des statistiques, parce que ces statistiques, elles sont pas incroyables à Hiller la saison dernière, mais tout ce qu'il apporte en termes d'assises défensives, de communication avec les défenseurs devant lui, tout ça, il va falloir le remplacer. Et Van Pottelberg est très jeune. C'est sa première expérience en tant que gardien titulaire, même si Pope va le challenger, c'est quand même lui le titulaire. La saison dernière, il a partagé le filet quasi de manière égale avec Eschliman du côté de Davos. Il n'a jamais une saison où il est titulaire indiscutable, ou en tout cas en partant avec l'étiquette de numéro 1. Ça aussi, c'est quelque chose à encaisser, bien sûr, si j'ose dire. Et la répétition des matchs, et les back-to-back, vendredi, samedi, est-ce qu'il est capable ? L'année passée, il était protégé parce qu'il avait un Sandro Eschliman avec lui. C'est beaucoup de choses qu'il lui aussi va devoir apprendre. Et il y a aussi l'aspect, tu disais, tout l'aspect sportif de Jonas Hiller, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect extra-sportif, humain, le côté presque, pas papy dans le vestiaire, mais en tout cas, tellement d'expérience. Je pense que quand Jonas Hiller dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Et qu'il n'a même pas besoin de le dire très fort pour que les autres se disent « Non, mais c'est une montagne d'expérience. » Et ça peut te rassurer. Si tout d'un coup, tu as peut-être un coup de mou après 40 minutes, de sentir qu'il ne stresse pas. Il en a déjà vécu, mais des kilomètres de trucs comme ça. Et que ça, c'est finalement... c'est peut-être là aussi où on a l'impression que c'est inestimable et qu'on ne peut... et irremplaçable. Finalement, parce que c'est quelque chose que...
qui part avec lui, quoi. C'est Jonas Hiller. Donc là, il va falloir être costaud. Par chance, aussi, pas de relégation, même si je pense pas que Bienne soit en grand danger à ce niveau-là, mais il y a des petites choses qui s'accumulent à Bienne. Voilà, il y a des petits coups du sort. Il n'y a déjà pas de relégation. Hein. Il y a déjà pas de... Ouais, bien sûr. Mais il y a des petits coups du sort. Et on a oublié aussi de Chantré, d'ailleurs, dans les personnes qui sont parties. On a quelques personnalités qui quittent le vestiaire. Et même Mathieu Chantré, il marquait pas... C'est pas à 50 goals qu'il faut remplacer. Mais c'est quelque chose que, dans le vestiaire, c'est des gens qui sont impliqués, qui font partie du projet biennois, en fait. Toutes ces dernières saisons, quand des joueurs débarquaient à Bienne avec des étiquettes, je pense à Damien Brunner, je pense à Luca Conti, on disait c'est un peu le repère des desperados à Bienne. Ils arrivent avec des bagages plein les bras, puis en fait on disait chaque fois mais ça va bien se passer malgré tout. Et je pense qu'on peut réécouter ce qu'on disait quand Damien Brunner est arrivé. On était très positif à mon avis, en disant mais la culture à Bienne est bonne, le vestiaire est bon, ils croient dans leur culture en place. Et cette culture, elle était aussi là parce que Mathieu Chantré, parce que Jonas Hiller. Et effectivement, là où tu as complètement raison, c'est qu'il va falloir que d'autres personnes prennent cette place-là. Bienne a été épargné de toute crise, j'ai l'impression, ces 3 dernières saisons. Oui. Même quand il perdait 8 ou 9 matchs de suite, je crois que c'est Laurent Kleisel dans le journal du Jura qui dit qu'une fois, il y a eu, je crois, 8 défaites de suite où Antitermin n'avait pas été remis en cause. Rien. Il a dit qu'elle avait été gérée à la biennoise. Et j'avais bien aimé cette tournure de phrase de notre confrère du Journal du Jura. Tu as l'impression que partout ailleurs, parmi les clubs que l'on suit ou même partout ailleurs, le coach aurait été remis en question. Il se serait passé quelque chose de négatif. Et là, en fait, ils croient en leur direction. C'est dans ce sens-là qu'on va aller et ça va bien se passer. Et puis, on a les gens en place pour que ça se passe bien. Là aussi, c'est parce que tu as des piliers dans le vestiaire qui vont faire en sorte qu'on croit dans la direction qui a été donnée en début de saison. Est-ce que ça va continuer ? Pour moi, c'est pas impossible que ça continue parce que il y a encore, c'est pas comme si on repartait avec une équipe de junior élite, hein. Mais c'est des petites choses. Oui. Et un Van Pottelberg devant le filet, moi, ça m'inquiète un tout petit peu dans le sens où, si on rappelle la saison dernière, donc il joue ses 25 matchs à Davos. La saison d'avant, il joue quasi pas à Davos parce qu'on le rappelle, il était un peu en conflit avec Arnaud Delcourteau, si je me rappelle bien. Puis est prêté au Danemark quelques matchs, au Rungstedzeller Capitol, 4 matchs, puis à Kloten en Swiss League pendant 24 matchs. Et derrière, il revient à Davos pour faire une saison. Il a 23 ans, donc c'est normal qu'il n'ait pas 10 saisons sous le coude, on est bien d'accord. Sûr. Mais là, pour moi, si c'est la première saison où tu peux voir quelque chose mal se passer à Bienne, même si, quand je dis mal se passer, encore une fois, il n'y a pas de relégation possible, il n'y a rien, on n'est vraiment pas à ce stade-là. Mais j'ai l'impression que ces dernières saisons, Bienne a été immunisé contre les mauvais passages et contre les play-outs presque. Ces dernières années, c'est une équipe de play-off ces dernières années, tout le temps. Bah aussi parce qu'ils ont été immunisés, parce qu'ils ont été les chercher finalement. Ils ont été la chercher, cette immunité. C'est ça qui est... Ah oui, alors évidemment. Et parce qu'ils ont toujours su avoir un vrai système aussi. Tu disais à la biennoise, ça peut presque être un peu le mantra. C'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose à la biennoise, que ce soit le club, que ce soit l'esprit, que ce soit vraiment quelque chose à la biennoise. Je voulais aussi revenir, parler des étrangers, parce qu'on a un quatuor. On a parlé la semaine dernière du quatuor de Genève qu'on trouve extrêmement fort. Puis là, en regardant le quatuor de Bienne, je me dis, il a de la gueule ce quatuor entre Lindbaum en défense, entre Ulström, Rayala et Pouliot en attaque. Finalement, on a des joueurs, on sait ce qu'on a. Alors, Lindbaum, c'est un super transfert. Mais vraiment, on ne dira jamais assez, je pense, à quel point ce transfert de Lindbaum, c'est une super idée. Et pourquoi Lausanne l'a laissé partir, mais voilà. Ça me choque pas. Mais on l'a dit la semaine passée ou pas ? J'ai peur de radoter à force. Mais quand tu as Barberio qui rentre, tu veux plus jouer à 2 défenseurs étrangers. Ok, tu peux laisser partir Lindbaum. Moi, j'aimerais vraiment voir si Lindbaum va avoir une place en powerplay. Je pense aussi à Hockey Manager en disant ça dans un coin de la tête. Ce Lindbaum ne jouait pas en powerplay à Lausanne, ou très très peu, en fin de saison surtout, mais durant la saison, il ne jouait pas en powerplay. Il n'a pas de points en powerplay. Tous ses points, il les fait à 5 contre 5. Et ça, je trouve inestimable d'avoir un défenseur fiable et qui est solide défensivement,
à 5 contre 5, qui est productif offensivement à 5 contre 5 également. Si en plus tu peux donner un petit peu de powerplay, alors forcément on sait, à Bienne, il y a Radgeb qui prend 2 minutes 10 par 2 minutes de powerplay de temps de glace minimum. Mais s'il peut grappiller un peu de temps par-ci par-là, tout en étant bon défensivement, parce que mine de rien, c'est pas inutile. Donc voilà, donc c'était le 3e défenseur de la ligue en termes de points à 5 contre 5 derrière Guglielmo. Mine de rien, c'est solide. Donc ce transfert-là est excellent. Rayala, comme d'habitude, il marque ses 25 buts, t'as pas l'impression. De temps en temps, il en met 3 pendant 2 matchs de suite. Tu dis, ah oui, il est quand même pas mal. On se souvient le début de saison passée, c'était un peu ça d'ailleurs. Hein. Tu sais qu'il va toujours être là pour planter les buts. Il est impressionnant, ce joueur. Pouliot va une fois être suisse. Alors, ce sera peut-être en 2025 et Colfax n'existera plus. Mais si, on vous assure, Pouliot va devenir suisse. Alors, vraiment, c'est censé être janvier 2021. Alors, on commence à se rapprocher de l'échéance. Et du coup, Bienne jouera avec peut-être que 3 étrangers. Mais Pouliot, là aussi, on parle de Rayala. Pouliot, alors, il commence à avoir une bonne trentaine, là. Hein, il avance. Mais il est hyper intelligent, enfin, c'est un joueur qui est intégré, il a un rôle de leader dans le vestiaire biennois, donc il n'y a aucun problème. Moi, quelqu'un que nous on aime bien, c'est Hultström, justement. On était déçus finalement de se dire, mais pourquoi bien ne peut pas voir une saison de plus en Suisse, ouais, on disait ça. Ouais. Parce qu'il est arrivé en cours de saison et qu'il s'est finalement très très bien intégré dans le collectif biennois. Et il a vite fait partie du top 5 des attaquants biennois sans aucun problème. Il a plus de 50% aux engagements, c'est pas inutile. On parlera après aussi de Jason Fuchs, mais des fois, est-ce qu'il est centre? Est-ce qu'on met Fuchs au centre à l'aile et tout? Et avec un Hultström qui est peut-être meilleur aux engagements, ça permet d'avoir aussi une autre flexibilité. Et ça, c'est hyper important, vraiment. Hultström, je crois que je sais pas s'il a des aspects négatifs finalement chez ce joueur, je ne sais pas. Par contre, si on veut on peut être un peu négatif sur un autre joueur. Moi, je me pose beaucoup de questions sur l'engagement de Fabio Hofer. Oui, pareil. Paraît qu'il est pas simple à coacher, déjà. Parce qu'il a une très bonne saison à Ambry. Enfin, en tout cas, il a une très bonne première saison à Ambry. Voilà. Deuxième saison, il met 10 buts, une passe décisive. C'est des statistiques à la Lucas Letak, ça. Oui, tu me connais à force. Je commence à avoir 2-3 gimmicks. Mais 10 buts, une passe. Sur la PlayStation, il avait des boutons qui étaient cassés, quoi. Lui, il shootait tout le temps. Le bouton passe, il n'y a pas. Et pareil, quoi, il n'est pas hyper simple à coacher. Je suis un peu circonspect par ce transfert, honnêtement. Après, ils avaient Schneider qui leur a apporté quelque chose. Ça, c'est bien 10 passé. buts, c'est ce qu'on disait. Hein. Il va falloir les remplacer, ces buts de Ria. Un gars qui est capable de planter une dizaine de buts dans la saison, ça a une valeur, ça a un intérêt. Le offert de la première saison, il fait quasi 30 points, il est à 27 points. Mais la deuxième, il me laisse sur ma faim. Et puis... En plus, quand on entend qu'il est potentiellement difficile à coacher, je m'inquiète un petit peu pour ce joueur. Puis encore un petit sujet sur Bienne, on parlera des agents libres la semaine prochaine, quand on fera un peu le dernier round-up avant que tout recommence. Mais il y a quand même 2 joueurs, parce qu'ils ont fait l'actualité ces derniers jours, parce que leurs noms sont sortis, en fait. D'ailleurs, sous ta plume. Greg, c'est Yanis Moser et Fuchs, Jason. J'allais dire Régis, non, ça c'est le papa. Qui sont jeunes et qui sont en fin de contrat en 2021. De ce qu'on a pu comprendre, tu pourras tout de suite me corriger et argumenter si je me trompe. Yanis Moser a plutôt l'air d'être, en tout cas, à rester à Bienne. Et on veut construire avec lui. Et lui a l'air de vouloir rester par là-bas. C'est aussi plus simple parce qu'il est de la région. Pour Jason Fuchs, il y avait eu cette incursion lausannoise en disant écoute, ça vous intéresse Joël Vermine? Nous, on en prendrait volontiers Jason Fuchs. Donc, voilà où on en était. Est-ce que Fuchs va attendre encore un moment avant de se décider? Parce que tu le disais la semaine passée, quand je dis ce sera un des gros poissons, puis tu as dit ouais, je pense que c'est peut-être même quasi le plus gros, quoi. Ouais, alors effectivement, pour Yanis Moser, j'entends que c'est quasi fait à Bienne et qu'ils sont en train de discuter. Apparemment, ils discutent avec Kevin Fay également pour prolonger le contrat. Là, c'est pas très surprenant. Fuchs, pour être exact, effectivement, j'avais écrit dans 24 heures, ça fait il y a une semaine, que l'offre Vermin Fuchs avait été proposée à Steinegger, qui a tout de suite dit
non merci ou nein danke ou peu importe, mais il a dit, il a renvoyé Lausanne à ses études. J'avais entendu un truc comme quoi peut-être que Lausanne était venu un petit peu par des chemins détournés, parler à Jason Fuchs directement, mais la personne qui me l'avait dit n'était pas totalement sûre, etc. Bah, il se trouve que Laurent Kleisel a bien fait le sujet le lendemain et visiblement ses sources sont en béton armé comme toujours à Bienne, donc on est bien. Oui, effectivement, il y a eu approche et dans un univers de gentleman agreement, et c'est la phrase de Marc Lutti que t'aimes bien, on peut faire des gentleman agreement avec des gentlemen. Bah là, je crois pas qu'il y ait vraiment eu ni d'agreement ni de gentleman dans cette histoire. Faire un petit peu attention dans ce milieu, parce que la Suisse, c'est un grand village, faut pas oublier. Ah, oui. Et quand tu viens de Montréal, que tu viens de je ne sais où, comme un Petr Svoboda, ouais, mais la Suisse, c'est un grand, grand village. Tout le monde se connaît, tout le monde parle, et les choses se savent très vite. Ce genre de choses, effectivement, ça ne se fait pas. Et ça a un petit peu énervé du côté de Bienne, visiblement. Je voulais dire en lisant entre les lignes de l'article de Laurent Kleisel, mais non, en lisant les lignes de l'article de Laurent Kleisel, c'était limpide. Et je le félicite d'ailleurs pour ce boulot, c'était un très bon travail d'investigation. Donc l'intérêt pour Jason Fuchs de la part de Lausanne m'a l'air assez clair à ce niveau-là. On va pas être surpris. 12 clubs devraient être intéressés par Jason Fuchs, à peu de choses près. Puis comme Lausanne a seulement 9 centres pour la saison prochaine, ils se disent peut-être qu'on doit encore en engager 2 ou 3 pour la saison d'après. Non, je trouve que c'est assez cohérent. Il faut jouer à l'aile, tu sais bien. Mais blague à part, bien sûr que tout le monde va s'intéresser à Jason Fuchs, mais cette petite histoire pourrait quand même faire un petit peu de mal à terme à Lausanne si ça venait à se répéter un petit peu trop souvent, j'imagine. En guise de conclusion, on va encore juste répondre à 2 questions qui nous ont été posées. Alors, on n'a pas encore lancé le hashtag AskColdFacts parce qu'on préfère le faire une fois que le championnat est lancé. Ben après, si vous voulez le faire, on essayera de répondre à vos questions. On est toujours ouvert. Il y avait une question, c'était sur un des forums romans, demandé Berchi, qu'est-ce qu'il en est, parce que Thomas Wiesel avait parlé d'une éventuelle prolongation, parce qu'il l'avait rencontré. Alors, est-ce que toi, est-ce que Grégory Beau a plus d'informations à ce sujet? Alors, on va aller dans l'ordre. La semaine passée, on avait parlé du fait que ça se racoquinait assez bien entre Lausanne et Lucas Frick, vu qu'on est sur les transferts lausannois, avant de venir sur Berchi. Comme je l'ai aussi expliqué dans mon article avec Yanis Moser, ça se présente assez bien pour Lucas Frick. Ce qui m'amène à Christophe Berchi. Et là, je sais pas, les sons que j'entends sont moins optimistes. Du coup, je sais pas, je ne remettrai pas en doute les bruits qu'entend Thomas Wiesel, parce que c'est beaucoup plus facile de parler à un humoriste qu'à des journalistes. Avec nous, les langues se lient, pas avec Thomas Wiesel. Donc, s'il l'a entendu, c'est qu'il n'a pas inventé des choses. Hein. Moi, je sais pas, ce que j'entends, c'est qu'on n'en est pas du tout là en ce moment. Mais en même temps, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une année de contrat encore. Il a encore 2 ans de contrat. Hubert Weber, le président de Fribourg-Gotteron, a déjà clairement dit que dans 2 ans, il viendrait taper à sa porte. S'il faut le ramener lui-même en Saint-Gine, il prendra sa voiture de fonction. Où on en est nulle part, à mon avis. Je pense que Berchi a encore 2 ans de contrat. C'est pas le moment. Qui a intérêt à ce que le contrat se prolonge ? Le joueur, non, parce que dans 2 ans, il est encore clairement en âge de pouvoir signer un gros contrat, donc il n'a pas besoin de se presser. Le club, ils l'ont encore pour 2 ans. On sait que la stabilité, c'est pas dans le roster, c'est pas vraiment ce qui personnifie le nouveau directeur de l'NHC, hein. Vu le turnover qu'il y a eu durant tout l'été et qui n'est pas encore fini visiblement. Il y a même des petites voix qui m'ont dit qu'il avait été proposé sur le marché, Christophe Berchi, durant l'été. Et j'ai pas eu la confirmation, donc on a entendu, qu'on soit clair, on a entendu énormément de choses durant cet été. Énormément autour de Lausanne. C'est logique dans le sens où il y a des nouveaux repreneurs, on entend beaucoup de choses. Tel et tel dit qu'ils ont des problèmes d'argent, d'autres disent qu'au contraire tout va bien. Et tout le monde est sur le marché, personne n'est sur le marché. Il y a eu l'histoire Vermine qui était le meilleur pote de Berchi qui doit partir. Donc forcément, ça va dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'écris pas. J'ai pas la certitude que c'est vrai. Mais on me dit même que c'est arrivé. Et je sais pas. Donc là au milieu, il y a la vérité entre
il est sur le point de prolonger et il a été prolongé. Il a été proposé sur le marché. En gros, c'est une sorte de grand écart. Donc, franchement, pour répondre rapidement à la question, on n'en sait rien. Moi, je te dirais que dans vas-y. 6 mois, peut-être, on pourra... c'est des joueurs que tu vas peut-être pas attendre qu'il y ait plus qu'une année de contrat. Tu vas anticiper un tout petit peu. Et puis, on a vu avec Chervet qu'ils ont attendu qu'il reste une année et demie. Mhm. Donc, je me dis que si on part du même principe, on pourrait avoir des choses qui bougent. Ne serait-ce que ça, hein, Oui, tout simplement. dans un Bouger. sens ou dans un autre, effectivement. Dans 6 mois, quand ça, il restera une année et demie, en disant, on va pas attendre une année, on va venir un peu avant. Aussi pour montrer aux joueurs que, écoute, on compte sur toi, t'es un de nos piliers. Tout à fait. Voilà. Et moi, je me mets aussi à la place du joueur. Je pourrais comprendre une certaine retenue en ce moment, parce que alors, ils en savent sans doute 1000 fois plus que nous, même si certains me disent que, de toute façon, les journalistes, on sait tout avant les joueurs, mais qu'ils ne comprennent pas. Mais je pense quand même que sur les rouages du club, les fonctionnements, ce que nous, on entend d'extérieur sur les potentiels problèmes ou non, vu que ça va dans tous les sens, eux, ils sont un peu plus au clair et on leur parle, à mon avis, un peu plus. Mais je pourrais comprendre une retenue. Tu as des nouveaux propriétaires qui ont l'air d'avoir les reins ultra solide, et ça a été largement écrit, documenté et dit à ce micro. Mais quand même, c'est aussi le club qui doit faire ses preuves auprès des joueurs. Et je dis pas qu'auprès de Christophe Berti, mais globalement, de montrer que les ambitions qui sont annoncées sont légitimes. On rappelle quand Ken Stickney est arrivé, c'était le Messi qui débarquait à Lausanne. Il va pérenniser le club, il a plein de connexions, c'est un multimillionnaire, il a les moyens de... Puis finalement, on se rend compte que pas vraiment, puis qu'au bout du compte, ça commence à branler aux manches, et puis finalement, il faut revendre un peu en catastrophe. Donc, je comprendrais qu'un joueur dise « Ouais, moi j'ai 2 ans de contrat, je vais déjà essayer d'aller... On va jouer encore une année, et puis dans une année, j'y verrai tellement plus clair, j'espère, que ça vaudra la peine de discuter l'été prochain. » Une autre question, elle a été posée de manière en fait indirecte sur notre Twitter, c'était les tablettes. Quand les joueurs sont sur le banc, les tablettes, qu'est-ce qu'ils regardent les joueurs? Je pars du principe que comme on n'avait pas tellement de matchs de National League, puis j'ai l'impression que on n'a jamais vu trop ça en Suisse, donc parle plutôt de la NHL. En NHL, j'ai posé la question notamment à Doug Boulanger, on le salue s'il nous écoute, parce que j'avais une idée, mais je voulais qu'on me la confirme, c'est des actions donc passées, mais il n'y a pas d'aspect tactique, c'est-à-dire que vous n'avez pas des ronds, des flèches, et c'est pas Stéphane Rochette qui vient avec sa tablette comme sur MySports puis qui fait des schémas. En fait, c'est soit il y a un zoom, en gros, d'une action passée, et puis on peut revoir ce qu'on a fait de juste ou de faux. Voilà. Moi, je me demandais aussi s'il n'y avait pas les caméras. Pas chaque club, en général, alors en Suisse, ses propres caméras avec un système pour parler, communiquer avec le banc sur les éventuels hors-jeu, les coach challenge, etc. Est-ce que ce feed vient aussi chez eux? C'est aussi une option. Pas en NHL, j'imagine, parce que c'est moins archaïque dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir le club qui a sa propre caméra posée sur la ligne bleue pour éventuellement voir un hors-jeu. Mais ça peut être une option aussi que tu peux leur montrer ça pour que ce soit le coach qui prenne la décision et non quelqu'un dans la tribune. Ouais, mais là, en l'occurrence, c'était plutôt par rapport à des joueurs, donc d'accord. Poser la question. Tu montrais aux joueurs, ok. Voilà. C'est encore autre chose. Puis, pour finir, on va dire que la transition est toute trouvée, on parle de NHL, on pourrait quand même pas décemment terminer cet épisode et pas parler de Roman Josi, qui est le premier Suisse à obtenir une récompense, et c'est un peu la récompense suprême pour un défenseur en termes, on va dire, personnels. Évidemment que la Coupe Stanley, c'est le plus beau trophée, mais le Norris, donc trophée du meilleur défenseur, décerné à Roman Josi, qui couronne une saison... exceptionnel en termes de points et d'impact finalement. Je crois qu'on a eu un premier choix de draft avec Nico Hischier. Là, on vit à 30 ans pour Josi nommé et récompensé du titre de meilleur défenseur. Nous qui l'avons vu, on peut dire pour le coup, ça nous fait presque un petit coup de vieux. On l'a vu à ses débuts. On se souvient quand même que Roman Josi a joué des matchs à Patinoire du Littoral à Neuchâtel, quand Neuchâtel servait aussi un peu de club ferme. 2007-2008. À Berne. Enfin, il faut quand même juste se rappeler d'où il est parti, ce joueur. Et à 16 ans, il faisait aussi partie du 2e powerplay de Berne. Tu sais qui y avait dans le roster de Neuchâtel l'année où... Je dirais Joel Genadzi. Cyril Pache, mon collègue. Ah ben. C'est rigolo, hein?
Ouais. Adam Hazani, Joël Genadzi, Pascal Berger, Dimitri Malguin, Étienne Froidevaux. C'était, si tu te rappelles, l'équipe où il y avait justement beaucoup de jeunes qui étaient envoyés en provenance de Berne notamment. Ouais. Il y avait Kamers qui a joué aussi. Mais c'est drôle, le top scorer de Neuchâtel cette année-là, c'est Cyril Page. 41 matchs, 29 points. On le salue au passage. Et Romagnosi, c'est drôle que tu parles de Cyril parce que moi, il y a une image que je garde de lui. Et enfin, c'est pas vrai. Il y en a des tas et des tas, mais il y en a surtout une qui me marque parce que je l'ai vécu en live. Et Cyril était à côté de moi. Et souvent, quand on se souvient les deux de ce moment-là, c'était en 2015. Toi, tu n'étais pas là. C'était au championnat du monde. On avait fait le voyage de Strava et la Suisse joue contre les États-Unis en quart de finale. Et tout d'un coup, il y a 0-0. Et Romagnosi prend le puck. Il traverse toute la glace. Et il va marquer un but en solo. Il avait ce côté, ce patinage, cette façon de voler sur la glace. Et c'est là que tu te dis, ouais, on a quand même la chance, en tant que petit pays, d'avoir un joueur exceptionnel. Ça me fait toujours penser à Et c'était en 2015, il venait de signer son contrat avec Nashville. En 2013, il avait été élu MVP quand la Suisse avait été vice-championne du monde. Et aussi, quand on l'a vu à Copenhague en 2018... On savait que quand on avait Romagnosi, c'était il y a 2 ans, donc il était exceptionnel. Tu sais que la Suisse change de dimension, en fait. Le jour où il rentre dans le vestiaire, il n'a pas encore donné un coup de patin. L'équipe de Suisse devient une équipe dangereuse sur la scène internationale, tellement il est fort, ce joueur, et tellement il apporte. Il est incroyable, tout le temps, systématiquement, il joue juste. Il est puissant, il est défensivement, il est très solide. Il a tout, il faut être clair. Ouais, puis en plus, j'ai l'impression, tu sais, on parle souvent, évidemment, c'est très difficile j'allais dire, de compétitionner, je ne sais pas si le terme est très bien choisi, Allez, mais vas-y. D'être face à d'autres sportifs en Suisse, parce qu'il y a l'icône Roger Federer. Et pour moi, Romagnosi, s'il n'y avait pas Roger Federer, tu as l'impression qu'il fait rien de faux. Enfin, tu sais, c'est un peu le gars parfait partout. Et il est hyper humble. Quand on l'a en interview, enfin, tu vois qu'il dit bonjour à tout le monde. Enfin, c'est un type, il est tout naturel, il est tout normal, il se prend pas du tout pour une star. Là, il a signé un contrat à 9 millions par saison, mais il faut quand même se dire aussi que si on prend les Nashville Predators qui l'ont signé, qui l'ont drafté d'ailleurs, à un moment, ils avaient Shea Weber et Ryan Sutter. Et ces 2 défenseurs sont partis, ils avaient signé des contrats mirifiques, et puis après, ils les ont échangés, et ils ont gardé Romagnosi. Et je me suis dit, Nashville, peut-être il y en a plein qui ont dû se dire à un moment, mais pourquoi ils ont laissé partir ces défenseurs-là? Puis eux, ils savaient ce qu'ils avaient avec Romagnosi, et c'est exceptionnel. Ouais, je pense que tu as tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Il y a encore juste une petite chose. On avait dit pas 2 heures cet épisode. Mais c'est très rapide, hein. C'est juste pour... mais parce que c'est des joueurs qu'on connaît quand même bien dans le championnat de Suisse, c'est pour dire que dans la All-Rookie Team ont été sélectionnés Elvis Merzlikins et Dominique Kubalik. On en a quand même suffisamment parlé dans ce podcast aussi. Il nous a tellement émerveillés que je trouvais que c'était normal quand même de le mentionner. Absolument. Alors, l'épisode 2, c'est facile. D'habitude, j'ai la peine à suivre le compte, mais là, pour l'instant, ça va. L'épisode 2 de cette saison 3 est terminé. Nous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain, qui sera la veille de la reprise du championnat, avec notre 3e épisode de présentation. On va parler du reste des équipes de National League. On va parler des agents libres, qui seront encore libres, on espère, d'ici là, si ça ne se signe pas United. Mais non, je crois que les transferts sont quand même... Il y a des gentleman agreements en ce moment, il paraît, donc ça devrait aller. Et on devrait parler de Hockey Manager également. On devrait avoir un invité. On verra si ça se confirme d'ici là, mais je crois que ça se confirmera. Et d'ici là, Ask Colfax sur Twitter, ça repart gentiment. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous écouter, si vous nous écoutez sur Spotify ou SoundCloud, on est aussi disponible sur YouTube et vice-versa. À bientôt.